Bonjour, merci madame, merci aux organisateurs de me donner la parole. Alors après ce bon déjeuner, c'est pas le moment de dormir, je vais vous surveiller. Donc ce que je voudrais en 20 minutes, c'est pas long, c'est de revenir un peu aux fondamentaux sur cette notion de perturbation, sur laquelle on est déjà beaucoup intervenu, à commencer par ce matin. Et puis, vous donner quelques éléments de réflexion, quelques exemples qui seront prolongés par la suite avec les autres interventions. D'abord, d'une manière très, très simple, très soft, je dirais, les perturbations peuvent être définies comme étant un événement localisé, imprévisible sur le court terme, mais prévisible sur le long terme. J'aurai évidemment pas le temps de documenter cette affaire-là, mais c'est la vérité, qui entraîne une décroissance des populations de l'habitat concerné par la perturbation, créant des opportunités de colonisation de l'espace perturbé par de nouveaux organismes. On ne peut pas faire plus simple. Le problème d'un point de vue démographique, c'est que une perturbation se traduit par une diminution du lambda. Voilà. Le taux d'accroissement de la population ou de l'ensemble des populations concernées par la perturbation diminue. Alors, les choses se précisent un petit peu quand on regarde un certain nombre de caractères. Les perturbations se caractérisent par une nature qui peut être ou abiotique ou biotique. Les champignons de Franck ce matin, c'était biotique. Et puis, elles se caractérisent par leur étendue dans l'espace, par leur récurrence dans le temps et par leur intensité. Et ça se passe à toutes les échelles. J'aurai évidemment pas le temps de documenter ça dans le détail, mais il faut bien avoir ça en tête pour comprendre comment ça marche. Et alors le deuxième point important, ce sont les fonctions des perturbations. Alors les fonctions d'un point de vue évolutif, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais d'un point de vue évolutif, ce sont les perturbations qui déterminent les pressions de sélection génératrices d'innovation évolutive. On sait maintenant que la majeure partie des événements de spéciation, au moins pour les organismes auxquels des gens de mon acabit s'intéressent, à savoir des vertébrés, eh ben, la plupart des vertébrés ont fait leur spéciation à la faveur de perturbations. Alors sur le plan évolutif, ça détermine donc la diversité biologique, et au plan écologique, ça régule cette diversité qui est léguée par l'histoire. Par l'histoire étant déterminée par les pressions de sélection qui façonnent les espèces. Et ces pressions de sélection, on va appeler ça l'héritage. Et l'héritage, c'est ce qui nous est donné dans un espace donné par les perturbations qui se suivent dans le temps. Alors, il y en a des quantités de séries. Je vous l'ai dit, la nature est très variée. Il y a un chablis dans une forêt, ici, un ravage de castor, comme disent les Québécois. Ça, c'est une photo prise au Québec, une avalanche, un incendie, etc., etc. Elles peuvent prendre des dimensions considérables. Ce qui est sous ce cyclone est perturbé d'une façon drastique. Et puis, ça peut aussi avoir des dimensions très restreintes, mais avec une très grande importance. C'est dommage. La photo s'est bloquée. Alors, est-ce que vous pourriez, là-haut, à la régie, montrer la photo suivante ? Voilà. Ça peut prendre des dimensions toutes petites, très grandes ou toutes petites. Et évidemment, à cette échelle-là, ce qui était sous la taupe est perturbé d'une façon importante. Voilà. Alors, voilà un exemple de fonction évolutive des perturbations à une petite échelle d'espace. Ça se passe en Californie. Il y a 3 acteurs là-dedans, en interrelation étroite les unes avec les autres, dont les pressions de sélection sont déterminées au départ par ce rataupe. Les rataupes, ce sont des bestioles qui sont gros comme des petits castors, qui ont des pattes comme des pelles mécaniques et qui passent leur vie à retourner la Terre. La Terre est en permanence retournée, ce qui permet à un plantain, ici, qui est une espèce qui est très fragile, très fugitive, car elle s'est fait très vite éliminer par des plantes compétitrices, donc elle a une durée de vie, elle fait son cycle en très peu de temps, et ce plantain est la nourriture exclusive de ce mélité ici, qui est Ephedra sedite. Autrement dit, les 3 partenaires sont étroitement associés les uns aux autres.
le papillon dépend du plantain et le plantain dépend de lui, là, du ratope. Ce qui fait que les perturbations récurrentes qui se font à une échelle de temps très petite et sur des espaces très restreints, eh bien, ces perturbations ont été à l'origine des pressions de sélection qui ont fait cet héritage. À cette échelle-là, ce que j'appelle l'héritage, eh bien, ça va être ces 3 espèces. Pour ça, c'est pour les toutes petites perturbations. Alors, elles peuvent être très grandes. On en a malheureusement, par les temps qui courent, des exemples un peu terribles, aussi bien en Californie, au Portugal, en Australie, mais ça va laisser des traces qui vont durer un certain temps. Voilà. Alors, c'est une chose qui est intéressante, c'est de savoir que chaque région est caractérisée par un régime de perturbation qui est un de ses attributs spécifiques. Pour être très bref, parce que Mme Hubert va me bousculer tout à l'heure, pour être très bref, on peut faire des latitudes très élevées à l'équateur. On peut établir un gradient d'intensité des perturbations et un gradient d'espace concerné par les perturbations. En gros, pour être très bref, dans les forêts boréales, des forêts sous la toundra, en particulier les grandes ceintures couvertes par les pins sylvestres, les perturbations les plus régulières, les plus prévisibles, les plus sélectives au point de vue évolutif, celles qui ont fait les espèces de ces milieux-là, ce sont les incendies qui peuvent parcourir des milliers, voire des dizaines de milliers d'hectares. Dans les forêts tempérées, les surfaces sont moyennes. Alors là, les fréquences sont séculaires. Là, les fréquences sont décennales. Tout ça, c'est un peu pris à la louche, mais c'est pas faux quand même. Et les principaux éléments de perturbation, ce sont les tempêtes. Et puis, dans les forêts tropicales, les surfaces sont beaucoup plus faibles, les fréquences sont annuelles, et ce sont les chablis. En réalité, ça, c'est pas dans une forêt tropicale, c'est dans la forêt de Bialowieza. Mais dans les forêts tropicales, la fréquence des chablis est du même ordre de grandeur. D'ailleurs, Francis Allais, qui a beaucoup travaillé sur les arbres, etc., dit que les forêts tempérées ne sont que des épiphénomènes des forêts tropicales. Ça, c'est une autre histoire. Alors maintenant, imaginez un espace, petit ou vaste, qui est touché par un scud, par une perturbation. Quelles vont être la réponse des systèmes, de manière très générale, très théorique, à cette perturbation-là? Et bien là, voilà, on peut caractériser, si vous voulez, l'état du système entre un état avant perturbation et un état perturbé par 2 paramètres que sont la résistance du système à la perturbation, c'est-à-dire la manière dont il est démoli, si vous voulez, et puis sa résilience, qui est le temps qu'il met à retrouver son état d'origine, au cours duquel cette résilience, qui prend entre quelques jours et plusieurs siècles, voire millénaires, selon l'échelle à laquelle on s'intéresse, ça se traduit par un renouvellement à l'échelle écologique, mais aussi par une différenciation évolutive à l'échelle du temps évolutif. Voilà. Ça, c'est la théorie, si vous voulez. Alors, c'est une théorie qui peut s'appliquer. Là, elle est très joliment appliquée par Roger Prodon dans ses travaux sur les recolonisations post-incendie dans la région méditerranéenne. Voilà un feu qui fout tout en l'air. Eh bien, ça se recolonise après. Alors, il y a des oiseaux des stades pionniers, comme ce bruant fou ici, des oiseaux des stades intermédiaires, comme les fauvettes, et puis des oiseaux des milieux forestiers, comme les mésanges. Donc, il y a donc un renouvellement d'espèces qui recolonise l'espace. Ça, on peut calculer l'inertie. Vous voyez que 7 ou 8 ans, une dizaine d'années après la perturbation, on a retrouvé un cortège d'espèces qui est relativement de milieux forestiers élaborés. Alors, si on reprend ça, c'est évidemment ce mécanisme de perturbation, comme nous l'a bien montré Franck ce matin avec les champignons, mais ce mécanisme de perturbation, il a à l'origine de succession écologique. Une succession écologique, je ne vous apprends pas ce que c'est, on sait tous ce que c'est, mais le moteur qui les fait démarrer, ce sont les perturbations. Un incendie, une tempête, une inondation, ce que vous voudrez. Et si on regarde les peuplements d'oiseaux qui se développent le long de la succession, ça avait été fait il y a très longtemps par Bernard Frochot et Camille Ferry dans les forêts de Bourgogne, on voit qu'il y a une succession d'oiseaux qui occupent chaque habitat particulier. Alors on peut faire comme on faisait autrefois dans les années 70, c'est-à-dire calculer les diversités alpha pour chacun des stades de la succession qui conventionnellement peuvent être coupés au couteau comme ça. Mais ce qui devient plus intéressant, c'est qu'on peut calculer des renouvellements, des turnover,
qu'on appelle la diversité bêta. Et le fait qu'il y ait une diversité bêta est important parce qu'il implique nécessairement que les cortèges d'oiseaux de chaque stade sont différents les uns des autres. Et puis, quand on fait à l'échelle de l'ensemble de la succession entre la coupe, si vous voulez, quand il s'agit d'un sylviculteur qui coupe son bois, et puis la cicatrisation totale, on a ce qu'on appelle la diversité gamma. La diversité gamma est rien d'autre que l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire ce que nous a donné l'histoire, c'est-à-dire la composante évolutive des perturbations. Alors voilà, je reprends de cette manière-là. Ça, c'est du diachronique, mais si on fait du synchronique en regardant, c'est-à-dire en multipliant dans l'espace les successions qui sont décalées les unes des autres, eh bien, on a donc une succession de communautés, chaque communauté étant un petit peu différente de la précédente, et puis on a ça. On a ça qui n'est pas un modèle, mais qui est une forêt primaire, voilà l'échelle, d'ex-Yougoslavie, qui a été cartographiée autrefois. En gros, plus c'est noir, plus c'est vieux, plus on revient dans un stade successionnel avancé. Et puis plus c'est clair, plus ça vient d'être perturbé. Autrement dit, et c'est ça le message de ce que je veux dire, que ce qu'on peut appeler le métaclimax, pour paraphraser la notion de climax qui, quand on était jeune à l'école, on apprenait que le climax était le bout de la forêt, de la succession. Là. Et bien, quand on paraphrase le truc et qu'on rajoute l'espace, on a le méta au-delà du climax, donc le métaclimax. Et les forêts primaires sont des mosaïques tournantes animées par des perturbations génératrices de succession. Vous voyez tout de suite que d'un point de vue de gestion, d'un point de vue de gestion conservatoire, si on veut conserver notre gamma, diversité gamma, qui est l'héritage, qui nous a été donné par l'histoire, par l'évolution, il faut qu'à tout moment, à tout moment du temps, il y ait au moins une tâche de milieu à un stade donné de la succession. Voilà. Sinon, les espèces qui lui sont caractéristiques s'éteindraient. Ça, c'est quelque chose qui est très important d'un point de vue conservatoire parce que ça implique des planchers dans la définition des espaces à protéger. Voilà. Alors, je pourrais vous raconter des tas de trucs sur ce qu'on appelle les métapopulations et les métapeuplements. Les métapopulations, ce sont toutes les populations d'une même espèce, d'un même stade, si vous voulez, qui sont en communication les unes avec les autres. Et les métapeuplements, ce serait la même chose. Alors, si on regarde maintenant la même chose, un peu la même chose, les notions de perturbation appliquées aux grandes rivières, ben, on a la même chose. Le moteur des successions écologiques qui se déroulent dans les milieux fluviaux, hein, que ce soit du méandrage comme ici ou du tressage comme là, ce sont forcément les coups de boutoir qui sont donnés d'une manière ou d'une autre par les crues. Ça, c'est des crues qui ont lieu en 1900. Ça, c'est le lit du Rhône en amont de Lyon en 1917. Ça, c'est un peu plus tard. Et puis, vous voyez que la fonction de ces perturbations est absolument majeure, car si on prend le Rhône plus bas et qu'on remonte plus loin dans le temps, on a notre Camargue ici. Notre Camargue est une mosaïque de milieux dont vous connaissez l'insigne richesse et l'insigne diversité biologique. Eh bien, cette Camargue-là, elle a été construite par l'antagonisme de ces deux fluides universels que sont l'eau et le vent, l'eau étant passée au gré des crues par tous ces lits, voilà, tous ces lits qu'on voit ici, le Grand Rhône, le Petit Rhône, le Rhône de Saint-Fédérol, le Rhône du Mai, le Vieux Rhône, etc., etc. Bref, tout ça qui a cloisonné l'espace et qui a fait des milieux différents. À plus petite échelle d'espace, les perturbations peuvent aussi avoir des rôles très particuliers, comme ici, ça c'est à Białowieża, un chablis, et dans les régions les plus basses de la forêt, sur sol hydromorphe, dans la zone à Fresnes et Aune, où l'eau n'est pas loin, eh bien, il se trouve qu'au pied de la butte, il y a presque toujours une petite dépression qui se remplit d'eau et qui est un habitat pour des populations d'invertébrats aquatiques, lieu de ponte pour les batraciens, etc. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la forêt de Białowieża, et compte tenu de la fréquence des chablis, il y a des métapopulations d'animaux aquatiques, y compris ce chevalier cul blanc ici, voilà,
qui est un nicheur régulier de la forêt de Biélovieja et qui est plus ou moins lié à ce genre de milieu. Donc à une échelle qui est indiquée ici pour cette barre-là, vous voyez que le méandrage est créé au cours de l'histoire depuis depuis le XVIe siècle sur la basse vallée du Pô, crée des espaces qui sont extrêmement diversifiés. Alors les pédologues qui nous ont parlé ce matin très savamment pourraient se régaler pour nous raconter la diversité des conditions de sol créées par ces crues du Rhône. Voilà. Alors on n'a malheureusement presque plus ça, parce que dans nos sociétés hyper organisées, on canalise tout, malheureusement. Quand Robert Renard parlait du Rhône libre, il avait des trémolos dans la voix, c'est terminé. On a encore quelques rivières qui ne sont pas trop domestiquées, pas trop encagées, comme ici, vous voyez, le lit de la Durance qui fait un méandrage très fort. Et c'est intéressant parce que ce genre de milieux-là sont probablement les témoins des conditions dans lesquelles certaines espèces ont fait leur spéciation. Je pense par exemple aux hippolaïs, les contrefaisans comme on les appelait. Les hippolaïs, qui sont des oiseaux de milieux buissonnants un peu humides, ont probablement, d'une manière ou d'une autre, fait leur spéciation, se sont différenciés dans des milieux pionniers, comme on dit, voilà, de saules, de peupliers qui sont sur les graviers des fleuves torrentiels, voilà, comme ici la Durance. Alors, le rôle des perturbations aussi se font à plus petite échelle. Là, je vous donne une idée très précise de ce qui peut se passer. Ça se passe dans le bassin de Livingo, qui est au Gabon, près de l'équateur, dans lequel vous avez sous la forêt, au pied dans la forêt primaire, si vous voulez, du Gabon, des marigots avec des petits habitats comme ça qui sont de part et d'autre du lit principal. Or, dans chaque flaque qui flanque le cours principal, vous avez une seule espèce de ces magnifiques cyprinodontes, dont 3 espèces sont représentées ici. Il n'y en a qu'une, pas 2, qu'une. Alors, avec des jeunes, une avec des jeunes, avec des familles. Alors que dans le cours principal, vous avez 8 espèces qui constituent la guilde d'ensemble de la forêt, mais qui n'ont jamais de jeunes. Alors on pourrait discuter très longuement. André Brosset l'avait fait dans les années 60, il a fait des très belles études là-dessus, et il expliquait comment ça marche. Il expliquait que à un stade 1, vous avez des espèces toujours isolées dans leurs petits marigots. Puis si vous revenez 1 ou 2 ans plus tard, vous retrouvez le même scénario avec 8 espèces, avec toujours une. Comment elles sont venues ? On n'en sait rien si on n'a pas assisté, si on n'a pas vécu une perturbation majeure qu'est une inondation qui balaye tout sur son passage, qui emporte tout. Et alors la plus grande partie de ces petits cyprinodontes meurent, mais il y en a toujours quelques-uns qui réchappent, qui colonisent par chance une de ces petites flaques, les petites flaques étant éventuellement créées par le passage d'un éléphant, puisque l'empreinte de pattes d'un éléphant constitue un habitat merveilleux pour ces petits poissons. Alors on a probablement là, pour de nombreux groupes de poissons des forêts tropicales humides, l'explication des mécanismes de spéciation. Là encore, on a donc des perturbations qui sont donc créatrices de diversité biologique à cette échelle-là et régulatrices de cette même diversité au temps écologique. Parce que pour que toutes les espèces perdurent dans le temps, il faut qu'il y ait une fréquence de perturbation suffisamment grande pour qu'elle soit plus courte que la durée de vie de chaque espèce dans sa petite mare. Vous comprenez ça, hein ? Voilà. Voilà. Et alors voilà les perturbations qui attaquent tout ça. Alors on a des quantités d'exemples. Voilà, les conséquences, par exemple, de l'enlèvement des embâcles sur la dynamique des fleuves. Un fleuve magnifique qui est le Mackenzie aux États-Unis, qui a été considérablement diminué dans son intérêt biologique et sa diversité biologique au cours du temps à cause de l'enlèvement des embâcles qui sont des éléments consécutifs à une perturbation, mais qui créent de la diversité. Donc, et ça c'est ma conclusion, avant que la chevêchette ait terminé, entre parenthèses, vous savez que la chevêchette est en train de se répandre partout dans les Alpes. Il y en a partout. Mais c'est complètement nouveau, parce qu'il y a 20 ans, c'était une espèce très rare. Maintenant, il y en a plein.
Le moteur qui construit et dynamise la diversité biologique dans le temps et dans l'espace, ce sont les perturbations qui sont génératrices des biodiversités sous le temps évolutif. Elles construisent de l'héritage et qui sont régulatrices de cette diversité sur le temps écologique. Elles régulent cet héritage. Et voilà. N'ayez pas peur, OGM, ça veut dire Office national des forêts en turc.